Je m'appelle la capitaine Cathy Harvey. J'ai 27 ans, et je sers dans l'armée de terre des États-Unis. 30 minutes avant mon mariage, je suis resté pétrifié, regardant ma future belle-mère, Margaret Wilson, mettre le feu à ma robe de mariée. Cette robe, j'avais passé 6 mois à la coudre à la main. La flamme de son briquet Zippo plaqué or a léché le satin de soie, transformant le symbole de mon amour en une colonne d'une fumée noire et nauséabonde. Elle a laissé tomber le briquet sur le parquet en bois massif, le visage figé par le mépris. Je l'avais dit à Jason, a-t-elle sifflé, la voix aussi tranchante que du verre brisé. La famille Wilson n'épouse pas des soldats, habitués à se rouler dans la boue. Pour qui vous prenez-vous, à ramener cette médaille en bronze bon marché ici, en pensant que cela signifie quoi que ce soit? Ce n'est qu'un morceau de ferraille. Petite campagnarde. Ma belle-fille doit savoir organiser un gala, pas nettoyer un fusil. Elle croyait avoir gagné, mais elle ignorait totalement qu'un téléphone, posé discrètement sur la coiffeuse, diffusait la scène en direct à mon unité en Allemagne depuis les 20 dernières minutes. Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous, si vous pensez que l'honneur se forge dans le feu, et non avec de l'argent. La première chose que j'ai perçue, ce n'est pas la vue, mais l'odeur. Une puanteur chimique et âcre, qui m'a pris à la gorge. L'odeur de quelque chose de magnifique, en train d'être violemment détruit. Ma robe de mariée, qui, quelques instants auparavant, était suspendue intacte à un crochet ornementé, était désormais engloutie par une flamme orange et affamée. La chaleur a balayé ma peau, telle une vague sèche et brûlante, faisant vaciller l'air dans la suite nuptiale. Le feu ne grondait pas, il sifflait. C'était un son venimeux, alors qu'il dévorait 6 mois de ma vie, de nuits blanches passées sur une machine à coudre, de points minutieux, et d'une foi en l'avenir. Mes demoiselles d'honneur ont halté, formant un chœur de respiration brusque et horrifiée, qui semblait aspirer le reste d'oxygène de la pièce. J'ai entendu leur choc, leur incrédulité, mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Mon corps s'est immobilisé, cependant, mon esprit est passé à la vitesse supérieure. Mes années de formation à West Point ont pris le relais, comme un réflexe. Évaluation de la menace, une hostile, Margaret Wilson. Motif, élimination d'une contamination sociale perçue. Atout détruit, robe de mariée, faite à la main, valeur sentimentale et financière élevée. Intention de l'ennemi, démoralisation totale avant l'événement principal. Guerre psychologique. Tout a ralenti, comme c'est toujours le cas dans les instants qui précèdent une embuscade. Les gestes frénétiques de mes amis se sont brouillés, aux confins de ma vision. La seule chose qui restait parfaitement nette, c'était le visage de Margaret. J'en ai catalogué chaque détail, avec une froide précision. La courbure triomphante de sa lèvre, la lueur maniaque dans ses yeux, le léger tremblement de sa main, qui trahissait l'adrénaline coulant dans ses veines. Elle n'était pas une belle-mère en deuil. Elle était une combattante ennemie, savourant sa victoire. Je ne regardais pas une robe brûlée. J'assistais à une déclaration de guerre. Mon vieil instructeur à West Point avait l'habitude de le hurler, jusqu'à s'en briser la voix, lorsque vous êtes sous le feu de l'ennemi, vous ne paniquez pas. Vous analysez, vous vous adaptez, vous surmontez. Margaret a laissé le silence s'installer un instant, savourant la destruction. Puis, elle a lancé son assaut verbal. Chaque mot était une balle soigneusement visée, destinée à briser mon estime de moi. Pensais-tu vraiment que cela allait arriver, a-t-elle commencé, la voix dégoulinante de dérision, tout en pointant les restes fumants du tissu. Que tu pourrais simplement débarquer dans cette famille, dans cette vie. Tu n'as pas ta place ici. Elle a fait un pas de plus, son collier de diamants accrochant la lumière, formant un contraste saisissant avec la cendre noire qui commençait à flotter dans l'air. Elle a tapoté une clavicule avec un doigt parfaitement manucuré. Ceci vaut plus que chaque centime que tu gagneras dans ta petite carrière militaire, tout comme ce bijou bon marché que tu portes. Ses yeux se sont posés sur la bronze star, que j'avais épinglée à l'intérieur de mon peignoir, pour me porter chance. Ma médaille, celle que j'avais gagnée en Afghanistan. Pas pour avoir fait quelque chose d'extraordinaire, mais simplement pour avoir fait mon travail, alors que tout s'effondrait autour de nous. Pour avoir évacué mes hommes. Ce n'est pas un bijou, ai-je répondu, d'une voix dangereusement calme. Oh, bien sûr que non, a-t-elle ricané. C'est un accessoire, un costume pour te sentir importante. Ton père est pompier à Columbus, n'est-ce pas? Comme c'est admirable. Le mot sonnait comme une insulte.
Mais mon fils a besoin d'une femme capable de siéger au conseil d'administration du musée d'art de Cleveland, pas de quelqu'un dont l'idée d'un dîner raffiné est une ration de combat, sortie d'un sachet en plastique. Tu ne comprends pas notre monde. Tu es une crasse. Une crasse. Le mot a fait mouche, mais il ne m'a pas brisé. Au contraire, il a clarifié les choses. Pendant toute sa tirade, mes demoiselles d'honneur n'avaient pas bougé. Ma témoin, la sergente Jessica Reyes, ma sœur d'armes, se tenait raide comme un piquet. Ses mains étaient croisées dans le dos, son expression indéchiffrable. Les autres ont suivi son exemple. Elle n'était pas paralysée par la peur, elle restait silencieuse, par discipline. Elles attendaient que leur officier commandant, moi-même, donne un ordre. Leur immobilité collective formait un mur d'acier, une forteresse impénétrable de loyauté que Margaret, dans son arrogance, a complètement échoué à comprendre. Elle avait l'habitude des gens qui se recroquevillent, du personnel de maison, et des arrivistes sociaux toujours prêts à ramper à ses pieds. Elle a pris notre discipline pour de la soumission. Elle a vu mon silence, et a cru qu'elle avait brisé mon esprit. Un petit sourire cruel a joué sur ses lèvres. Elle pensait que la bataille était terminée. Ce fut une erreur de calcul fatale. Tu es doué pour recevoir des ordres, a-t-elle dit, portant ce qu'elle pensait être le coup de grâce. Mais tu n'en donneras jamais, au grand jamais, dans cette maison. C'était le signal. Je ne lui ai pas répondu avec des mots, car il n'y avait plus rien à dire. À la place, j'ai bougé. Mes actions étaient délibérées, dépouillées de toute hésitation. En 3 pas précis, j'ai atteint la coiffeuse surmontée de marbre, contre le mur du fond. Ma main s'est tendue, mes doigts se refermant sur la coque froide et lisse de mon téléphone portable. Il n'y avait aucun tremblement, aucune maladresse, juste l'efficacité silencieuse d'un soldat exécutant un exercice familier. Je me suis retourné pour lui faire face, le téléphone fermement tenu dans ma main. La pièce entière semblait retenir son souffle. Même le sifflement du feu mourant semblait s'estomper, relégué à l'arrière-plan. J'ai enfin croisé son regard, et, pour la première fois, elle a vu dans mes yeux quelque chose qui n'était ni du choc, ni de la douleur. C'était du contrôle. Quand j'ai parlé, ma voix était posée. Pas la moindre émotion ne venait trahir la fureur glaciale qui s'enroulait dans mes tripes. Ce n'était pas la voix d'une mariée au cœur brisé. C'était la voix d'un capitaine, informant l'ennemi qu'il venait de marcher, aveuglément et stupidement, dans un champ de mines. Madame Wilson, ai-je dit, d'un ton aussi plat et dur qu'une dalle de granit. Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. Tandis que la couleur fuyait le visage de Margaret, mon esprit est retourné en arrière. Ce n'était pas une attaque isolée. C'était l'aboutissement d'une longue guerre froide, qu'elle menait contre moi depuis le tout début. L'incendie devant moi n'était que la première fois qu'elle utilisait une véritable allumette. Depuis 2 ans, elle essayait de me consumer avec des mots, avec des gestes, avec un mépris glacial, qui s'avérait d'une certaine façon plus douloureux qu'une flamme ouverte. Les souvenirs ont afflué, une série de cicatrices invisibles qui, désormais, dans la brume de la suite nuptiale, semblaient à vif et exposées. Tout a commencé à Thanksgiving, lors de ma première visite au domaine de la famille Wilson, sur les rives du lac Erie. J'étais tellement nerveuse, que mes mains tremblaient en remontant la longue allée sinueuse, et parfaitement entretenue. Je voulais si désespérément faire bonne impression, leur montrer que j'étais bien plus que le simple soldat dont Jason était tombé amoureux. J'avais passé 2 jours à préparer une tarte à la citrouille, en suivant la recette de ma grand-mère. Les bords de la croûte étaient parfaitement cannelés, et l'arôme de cannelle et de noix de muscade emplissait mon petit appartement. C'était un morceau de mon foyer, un morceau de mon cœur, offert dans un plat en verre. Je me souviens de l'avoir tendu à Margaret, dans son immense hall d'entrée en marbre. Elle y a jeté un coup d'œil, une lueur indéchiffrable traversant ses yeux, avant qu'un sourire crispé et dédaigneux ne se dessine sur ses lèvres. Elle s'est tournée vers sa gouvernante, une femme dans un uniforme gris impeccable. Maria, a-t-elle dit, d'une voix légère et aérienne. Emportez ça à la cuisine pour le personnel. Juste comme ça, mon offrande avait été reléguée à la domesticité. Un petit acte de cruauté calculé, conçu pour me remettre à ma place, avant même que je n'ai retiré mon manteau. Le reste du dîner fut une masterclass d'exclusion psychologique. Margaret n'a cessé de parler d'une certaine Melissa Hammond, la fille d'un magnate de l'immobilier. Elle a raconté le récent voyage caritatif de Melissa à Monaco, sa dernière acquisition lors d'une vente aux enchères d'art, et la maison d'été de sa famille dans les Hamptons.
Chaque anecdote était une pierre soigneusement polie, jetée dans ma direction, destinée à souligner à quel point mon monde était petit et insignifiant en comparaison. Je me souviens d'être restée assise là, mon sourire semblant rigide et peu naturel. Alors que je repoussais la purée de pommes de terre dans mon assiette, sous la table, Jason a serré ma main. Une excuse silencieuse, mais l'humiliation était une pilule amère, qu'un geste affectueux ne suffisait pas à me faire avaler. Puis, il y a eu Noël. J'avais passé des semaines à chercher le cadeau parfait pour le père de Jason, Richard. Je savais qu'il était un passionné d'histoire, avec un grand intérêt pour la stratégie militaire. Après d'innombrables heures passées sur Internet et dans de vieilles librairies poussiéreuses, je l'avais trouvé, une édition originale rare d'un livre sur la guerre de sécession, dédicacé par l'auteur. Quand je le lui ai offert le matin de Noël, ses yeux se sont illuminés d'un ravissement sincère. Il a passé sa main sur la couverture en cuir usé, avec une révérence qui a fait gonfler mon cœur. L'espace d'un instant fugace, j'ai eu l'impression d'être à ma place. Et puis, la voix de Margaret a tranché l'air chaud et festif. « Oh, Richard, avons-nous vraiment la place pour d'autres vieilleries poussiéreuses ?» Elle s'est tournée vers moi, son sourire aussi acéré qu'un éclat de verre provenant d'une décoration brisée. « Cathy, ma chérie, la prochaine fois, une bonne bouteille de vin fera parfaitement l'affaire. C'est plus simple, et beaucoup plus adapté à nos standards. » Elle avait pris un moment de véritable connexion, pour le transformer en une leçon sur les classes sociales. Le livre, mon cadeau attentionné, n'était plus qu'un objet poussiéreux, et j'étais la souris des champs qui manquait de manières. Mais le moment qui s'est véritablement gravé dans ma mémoire s'est produit quelques mois plus tard. J'étais arrivé en avance pour chercher Jason, et j'avais surpris sa mère en train de lui parler dans le bureau de son père. Sa voix était basse, mais portait une intensité qui a fait se dresser les poils sur mes bras. « Tu es en train de ruiner ton avenir, Jason, a-t-elle dit, d'un murmure venimeux. Que peut bien t'offrir cette fille? Un maigre salaire de l'armée, et des histoires sur la vie dans une tranchée. Tu as besoin d'une femme capable de faire avancer ta carrière, qui comprend notre monde. L'amour ne paie pas les cotisations du yacht club, Jason. » Un point invisible m'a frappé à l'estomac. À cet instant, j'ai compris avec une clarté glaçante que, aux yeux de Margaret Wilson, je n'étais pas une personne. Je n'étais pas la femme que son fils aimait. J'étais un passif, un mauvais investissement, une ligne sur un bilan financier qui n'était pas rentable. Après chacun de ces moments, Jason était là. Il m'enlaçait, la voix chargée de honte et de frustration. Il s'excusait pour sa mère, pour sa cruauté, pour le monde dont il venait. Et il me faisait une promesse. Une fois marié, Cathy, tout sera différent, disait-il, ses yeux m'implorant de le croire. Elle devra t'accepter. Tu seras ma famille, ma priorité absolue. Je te le promets. Je me suis accroché à cette promesse. Je m'y suis agrippé comme à une bouée de sauvetage, à travers chaque remarque condescendante, chaque geste dédaigneux, chaque humiliation silencieuse. J'ai tenu bon parce que je croyais en son amour, et je croyais que cet amour suffirait à construire un pont, au-dessus du gouffre que sa mère avait creusé entre nous. C'était cette foi, cette croyance en sa promesse, qui m'avait donné la force de me tenir ici aujourd'hui, d'enfiler la robe, et de marcher vers un avenir avec lui. Et si vous avez déjà eu à vous accrocher à une promesse, ou à vous mordre la langue pendant un dîner de famille juste pour maintenir la paix, soutenez cette histoire en cliquant sur j'aime. Si vous êtes à l'aise, tapez simplement je comprends dans les commentaires. Cela aide plus que vous ne l'imaginez. Debout dans cette pièce, l'odeur de la soie brûlée emplissant mes poumons, j'ai réalisé tout le poids des mots de mon père, résonnant dans mon esprit. Il était pompier, un homme qui comprenait la destruction mieux que quiconque. Tu ne peux pas choisir les incendies que tu devras affronter, ma petite Cathy, me disait-il souvent. Mais tu peux toujours choisir la façon dont tu y entres, et la façon dont tu en sors. J'avais enduré les petits incendies insidieux de Margaret pendant 2 ans, protégé par la promesse d'un avenir, où je n'aurais plus à me battre. Mais en regardant les cendres, j'ai compris. La guerre n'était pas finie. Elle venait tout juste de commencer. Et cette fois, je n'utiliserai pas la promesse de quelqu'un d'autre comme bouclier. J'utiliserai la mienne. Pendant quelques secondes après ma déclaration, la pièce est restée suspendue dans un étrange silence tendu. L'air, lourd de l'odeur de fumée et de malice, semblait crépiter d'une énergie inexprimée. Margaret m'a dévisagé, son expression oscillant entre la défiance et la confusion. Elle n'avait pas encore saisi tout le sens de mes paroles,
ni le basculement de pouvoir qui venait de s'opérer. Dans ce bref face-à-face silencieux, mon esprit n'était plus dans la suite nuptiale enfumée. Il était ailleurs, plus froid, plus dur, et bien plus réel. J'étais de retour dans les vents d'hiver mordants du nord de l'État de New York, sur le campus de West Point. J'ai ressenti la douleur familière dans mes os, le fantôme d'un sac à dos de 25 kilos m'enfonçant les épaules. Je me suis souvenu des marches forcées, à travers des kilomètres de boue gelée, mes pieds n'étant plus qu'un amas d'ampoules dans mes bottes, chaque muscle hurlant en signe de protestation, pourtant, ma volonté refusait de céder. Je me suis souvenu de la profonde solitude, d'être l'une des rares femmes de ma compagnie. La pression constante et tacite de travailler 2 fois plus dur, d'être 2 fois plus résistante, juste pour gagner un minimum de respect. Je me suis souvenu d'avoir poussé mon corps et mon esprit jusqu'au point de rupture, pour ensuite aller encore plus loin. Ces années avaient été un creuset. Elles m'avaient dépouillé jusqu'à mon essence, et m'avaient forgé pour devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort. Elles m'avaient appris que la douleur est temporaire, et que la véritable force ne se mesure pas à la puissance de vos cris, mais à votre capacité à tenir la ligne, quand tout essaie de vous briser. Margaret Wilson, et son petit feu mesquin et cruel. Elle n'était rien. Elle était une enfant gâtée jouant avec des allumettes, comparée au brasier que j'avais déjà traversé. Mes pensées ont ensuite basculé, s'adoucissant en se tournant vers Jason. J'ai revu son visage, le regard sincère dans ses yeux. Ce week-end où il avait conduit 8 heures d'affilée, depuis Cleveland jusqu'à Fort Drine, juste pour passer quelques heures avec moi, avant de faire demi-tour et de repartir. Je me suis souvenu de lui, assis sur le sol de ma chambre de caserne, apprenant patiemment à démonter et à nettoyer mon fusil. Non pas parce qu'il s'intéressait aux armes à feu, mais parce qu'il voulait comprendre mon monde, en tenir une part entre ses propres mains. Je me suis souvenu des longues nuits lors de mon déploiement en Afghanistan. Sa voix était une encre solide, à travers les grésillements d'un téléphone satellite, alors que le bruit sourd et lointain des mortiers résonnait en arrière-plan. Il ne m'a jamais dit de faire attention. Il savait que je le ferais. Il écoutait, tout simplement. Son amour était réel. Il était tangible et vrai, un phare constant dans le chaos. Et c'était pour lui, tout autant que pour moi, que je savais devoir livrer cette bataille. Je ne défendais pas seulement mon propre honneur. Je me battais pour le sortir de l'ombre toxique, de cette femme qui pensait que l'amour pouvait se mesurer en frais d'adhésion à un yacht club. Mon regard est tombé sur ma bronze star, toujours épinglée à mon peignoir, brillant doucement dans la pénombre. Margaret l'avait qualifié de morceau de ferraille bon marché. Pour moi, c'était tout le contraire. Ce n'était pas un trophée, c'était un témoignage. En la regardant, je ne voyais pas du bronze poli. Je voyais les visages des soldats de mon unité, de jeunes hommes et femmes qui m'avaient confié leur vie, dans un endroit où une mauvaise décision pouvait signifier la fin de tout. Je voyais leur sacrifice, leur cran, leur loyauté inébranlable. Cette médaille était le symbole de quelque chose que Margaret ne comprendrait jamais. L'honneur. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut hériter, ou acheter aux enchères. Cela ne s'expose pas dans une vitrine. Cela se forge dans des moments silencieux d'intégrité, en faisant le choix difficile mais juste, plutôt que le choix facile et moralement répréhensible, quand personne ne regarde. Cela se gagne dans la sueur et la peur, avec un engagement infaillible envers quelque chose de plus grand que soi. La devise de West Point n'était pas seulement gravée sur les murs de l'académie, elle l'était sur mon âme même, devoir, honneur, patrie. Ce n'était pas que des mots, c'était ma boussole. Mettre le feu à une robe de mariée était un acte de lâcheté. C'était un acte dénué d'honneur. Et la capitaine Catherine Harvey ne recule pas face à la lâcheté. J'ai repensé au jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation à West Point. Il n'y a eu ni dîner chic, ni toast au champagne. Ma famille a célébré cela dans notre petite cour de banlieue à Columbus, avec de la bière bon marché, et une pizza d'un resto du coin. Je me souviens de mon père, un homme discret et peu bavard, m'enveloppant dans une étreinte, son uniforme de pompier sentant encore légèrement la fumée. Il m'a serré fort et m'a murmuré à l'oreille, la voix chargée d'émotion, je n'ai jamais été aussi fier. Cette fierté simple et sincère, venant de mon père issu de la classe ouvrière, valait bien plus que tout l'argent de l'Empire Wilson. Le contraste entre cet amour pur, sans phare, et le mépris venimeux de Margaret, a solidifié ma détermination en quelque chose de tranchant et de dangereux. Toutes ces pensées, les marches éreintantes, l'amour indéfectible de Jason, la fierté de mon père, le poids de mon devoir, ont convergé en cet instant précis.
Mon calme n'était plus un mécanisme de défense. C'était devenu une arme. D'un mouvement lent et délibéré, j'ai tourné le téléphone dans ma main, inclinant l'écran pour que Margaret puisse le voir clairement. Son propre visage l'observait en retour, déformé en un masque de fureur arrogante. L'image était en direct, indéniable. Ses yeux se sont écarquillés. La première lueur de véritable panique venait de percer à travers sa façade soigneusement construite. Le direct du mariage, ai-je expliqué, la voix aussi calme et régulière que si je faisais un rapport de situation de routine. Pour mon unité stationnée en Allemagne, et pour la famille de Jason en Floride qui n'a pas pu venir. J'ai laissé les mots flotter dans l'air un instant. Chacun d'eux était un coup de marteau contre sa forteresse de privilèges qui s'effondrait. Il tourne depuis les 20 dernières minutes. La contre-offensive avait officiellement commencé. Le masque de mépris sur le visage de Margaret a volé en éclats. Cela s'est produit en une fraction de seconde, la supériorité arrogante s'effondrant sur elle-même, remplacée par une panique brute et primitive. Son sang-froid, si minutieusement entretenu, s'est dissous en une incrédulité haletante. Vous mentez, a-t-elle balbutié, sa voix perdant son tranchant aristocratique, pour devenir faible et tremblante. Vous n'oseriez pas. Mais la preuve était irréfutable. Depuis le petit haut-parleur de mon téléphone, une vague de son s'est déversée dans la pièce. Des dizaines de voix murmuraient, sous le choc et l'indignation, depuis l'autre bout du monde. Puis une voix, claire et forte, a couvert le bruit, amplifié par le microphone. C'était l'un de mes sergents, en Allemagne. Capitaine Harvey, on couvre vos arrières. La compagnie Bravo est avec vous. Le son de ces soldats, mes soldats, m'acclamant en signe de soutien, fut le point de rupture. Tel un animal acculé, Margaret s'est jetée sur le téléphone, ses ongles parfaitement manucurés tendus comme des griffes. Elle ne l'a jamais atteint. La sergente Jessica Reyes a bougé avec la grâce fluide et économique d'un soldat entraîné. Elle n'a pas touché Margaret. Elle s'est simplement interposée sur son chemin, devenant un obstacle calme et inamovible. Madame, a dit Jessica, sa voix dépourvue d'émotion, portant pourtant le poids indéniable de l'autorité. Je vous déconseillerais de faire cela. Vous venez de commettre une destruction de biens et une agression verbale devant plusieurs centaines de témoins militaires et civils. Les mots de Jessica n'étaient pas une menace. C'était un constat des faits, délivré avec la finalité glaçante du marteau d'un juge. Au même instant, sur le direct que l'une des demoiselles d'honneur tenait désormais, la caméra a balayé les invités du mariage. Elle s'est arrêtée un instant sur la zone des garçons d'honneur, où se tenait Jason. J'ai vu son visage. C'était un nuage noir d'incrédulité, se durcissant pour devenir de la pure fureur absolue. Pendant une seconde, il est resté figé, les jointures blanches alors qu'il serrait les poings. Puis, sans dire un mot, il s'est mis à courir. Il n'a pas marché. Il n'a pas trottiné. Il a couru. Il a sprinté à travers les rangées parfaitement alignées de chaises blanches, renversant un support de lisse dans un fracas, qui a résonné à travers le silence stupéfait de la cour. Des invités ont crié son nom, alarmés, mais il ne les a pas entendus. Il courait comme un homme chargeant dans une zone de combat, pour tirer un camarade tombé hors de la ligne de mire. La porte de la suite nuptiale s'est ouverte violemment, claquant contre le mur. Jason se tenait là, la poitrine haletante, le regard sauvage. Il n'a pas regardé sa mère. Il n'a pas regardé les ruines fumantes de ma robe. Ses yeux ont trouvé les miens, et j'y ai lu une prière désespérée pour obtenir confirmation, pour que je lui dise que l'horreur à laquelle il venait d'assister n'était pas réelle. J'ai simplement fait un lent hochement de tête. Ce fut suffisant. La colère sur son visage a tourné, laissant place à une déception profonde et absolue, qui était, d'une certaine manière, encore plus dévastatrice à observer. Il s'est enfin tourné vers sa mère. « Maman, a-t-il dit, la voix basse, tremblante d'une rage que je ne lui avais jamais connue. Dis-moi que je ne viens pas de te voir mettre le feu à la robe de mariée d'un officier décoré de l'armée des États-Unis. » Tandis que Jason affrontait sa mère, un autre drame se déroulait parmi les invités. Richard Wilson, un homme que je n'avais toujours perçu que comme l'incarnation du calme corporatiste et stoïque, était assis au premier rang, comme s'il avait été frappé par la foudre. Pendant un long moment, il est resté totalement immobile, le visage pâle de choc, fixant la vidéo en direct sur son propre téléphone. Mais ensuite, le choc a laissé place à autre chose. Une résolution calme et glaciale s'est installée sur ses traits.
Il s'est levé avec un objectif nouveau et inhabituel. Il n'a pas crié. Il n'a pas fait de scène. Il s'est dirigé calmement vers un membre du personnel de sécurité de l'hôtel, posté discrètement près de l'entrée, et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Ses mouvements étaient précis, efficaces et définitifs. Il ne gérait pas seulement une crise familiale. Il agissait en PDG effectuant un contrôle des dégâts, et excisant un cancer du conseil d'administration de sa propre dynastie. Il avait choisi son camp. De retour dans la suite nuptiale, la tension était étouffante. Au moment où Margaret ouvrait la bouche pour offrir une justification tordue, Richard Wilson est entré dans la pièce. Sa présence a immédiatement imposé le respect. Il n'a même pas jeté un regard à sa femme, ses yeux, remplis d'excuses si profondes qu'elle n'avait pas besoin de mots, ont trouvé les miens. Il s'est dirigé droit vers moi, dépassant sa femme qui bafouillait, dépassant son fils furieux, et s'est arrêté devant moi. « Capitaine Harvey, a-t-il dit, d'une voix ferme mais teintée d'un profond sentiment de honte. Je suis vraiment désolé. Ceci sera réglé. » Il a pris une inspiration, son regard infaillible. « Le mariage aura quand même lieu, si c'est ce que vous souhaitez. » C'était plus qu'une excuse. C'était un décret. C'était la sanction officielle du patriarche du clan Wilson. Il ne s'était pas contenté de m'accepter, il avait pris mon parti contre sa propre femme. C'était tout ce dont Jason avait besoin. Enhardi par le soutien de son père, il s'est tourné de nouveau vers Margaret. Sa voix, désormais dépouillée de ses tremblements antérieurs, ne laissait plus place qu'à l'acier froid d'une décision irrévocable. « Tu l'as entendu, maman, a-t-il dit. Tu n'es plus la bienvenue ici. » Les mots planaient dans l'air, absolus et définitifs. Margaret l'a fixé du regard, la bouche grande ouverte. L'ampleur de sa défaite s'abattait enfin sur elle. Elle avait tout misé sur l'idée que la loyauté de son fils allait à son nom, à son argent, à son monde. Elle avait perdu. Son attaque n'avait pas seulement échoué à me briser. Elle avait incinéré les fondations mêmes de son propre pouvoir. D'un seul coup, elle n'avait pas seulement perdu une bataille. Elle avait perdu son fils, son mari, et son empire. Lors de ma formation d'officier, on nous a enseigné la guerre asymétrique. On nous a expliqué comment un ennemi vaincu, une fois son assaut principal échoué, recourt souvent à des tactiques de guérilla et de manipulation psychologique. Ils essaient d'exploiter vos émotions, vos loyautés, votre sens de la décence, les transformant en armes à utiliser contre vous. Alors que deux grands agents de sécurité pénétraient dans la pièce, leur présence imposante et définitive, j'ai vu Margaret Wilson exécuter exactement ce revirement. La reine vaincue s'est transformée en victime tragique. Sa rage a disparu, remplacée par un torrent de larmes de crocodile. Sa posture, autrefois rigide d'arrogance, s'est effondrée dans un étalage de fragilité impuissante. Elle s'est accrochée au bras de Jason, d'une poigne étonnamment forte. « Jason, mon bébé, s'il te plaît, ne fais pas ça à ta mère, a-t-elle sangloté, d'une voix artificiellement brisée. J'essayais seulement de te protéger. Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Ne vois-tu pas cette fille? Elle t'a jeté une sorte de sort. » Ses yeux sauvages, remplis de larmes, ont ensuite fusé vers Richard. « Richard, vas-tu vraiment la laisser faire ça? La laisser déchirer notre famille. » Chaque mot était une arme précisément calibrée, visant les deux vulnérabilités les plus anciennes et les plus profondes, qu'un fils et un mari puissent avoir, la culpabilité et le devoir. Pendant des années, cela avait été son arsenal le plus efficace. Je pouvais entendre les murmures s'élever parmi les invités, qui se massaient maintenant près de l'entrée, attirés par l'agitation. Leurs murmures étaient teintés de sympathie, non pas pour moi, mais pour cette mère désemparée, traitée si durement le jour du mariage de son fils. Je l'ai compris, alors, son ultime manœuvre désespérée. Perdre la bataille, mais gagner la guerre de l'opinion publique, se peignant en martyr et me dépeignant comme la méchante. J'ai observé le visage de Jason. C'était son test ultime. Pendant des années, je l'avais vu vaciller sous ce genre précis d'assaut émotionnel. Je l'avais vu essayer de l'apaiser, d'arrondir les angles, de compromettre son propre bonheur pour préserver une paix fragile. Une part de moi retenait son souffle, un œuf froid d'anxiété se resserrant dans mon estomac. Mais l'homme qui se tenait devant elle, maintenant, n'était plus celui qui avait l'habitude de s'excuser pour son comportement. Le feu l'avait lui aussi forgé, en quelqu'un de nouveau. Il a regardé sa mère, puis il m'a regardé.
Quand il a parlé, sa voix n'était plus en colère. Elle était remplie d'une fatigue infinie, une fatigue ancrée jusqu'aux os. Avec une douceur qui, d'une certaine façon, était plus définitive que n'importe quel cri, il a baissé la main, et a soigneusement desserré les doigts de sa mère de son bras. « Ça suffit, maman, a-t-il dit doucement. Il a fait un demi-pas en arrière, créant un espace petit mais significatif entre eux, et m'a désigné. Ce qu'il y a de mieux pour moi, se trouve juste ici. Son regard est retourné vers elle, clair et inébranlable. Tu as eu tellement d'occasions de l'accepter, de faire partie de notre vie. Mais tu as choisi de brûler un pont, ce soir. Je ne te laisserai rien brûler d'autre. Sa performance a vacillé. Le refus calme de Jason de rentrer dans son drame était comme jeter de l'eau sur son incendie artificiel. C'était un langage qu'elle ne comprenait pas. C'est alors que Richard Wilson a pris les devants. Il s'est avancé, s'interposant physiquement entre Margaret et nous, un bouclier humain d'une autorité calme et absolue. Son expression était sombre, sa patience, épuisée. Il s'est d'abord adressé aux gardes de sécurité. « S'il vous plaît, escortez Madame Wilson jusqu'à sa voiture. Assurez-vous qu'elle quitte immédiatement l'enceinte de l'hôtel. » L'ordre fut donné avec l'autorité sèche et impersonnelle d'un PDG, renvoyant un cadre rebelle. Puis, il s'est tourné vers sa femme. Sa voix était basse, mais elle a tranché la pièce comme le scalpel d'un chirurgien. « Margaret, nous en discuterons à la maison. Mais aujourd'hui, c'est le jour de mon fils. » Il a fait une pause, puis il a fait quelque chose qui a bouleversé les fondations même de la famille Wilson. Il a posé une main ferme et assurée sur mon épaule. « Et cette jeune femme, a-t-il dit, regardant Margaret droit dans les yeux, est ma fille, désormais. Si jamais, au grand jamais, vous la touchez ou lui parlez de nouveau sur ce ton, vous aurez affaire à moi. » Ce n'était pas un avertissement. C'était un verdict. C'était un transfert de pouvoir public et irréversible. La matriarche avait été officiellement destituée. Ce fut le coup qui l'a finalement achevé. Rejetée par son fils, détrônée par son mari, Margaret Wilson s'est enfin, véritablement, effondrée. Les larmes fabriquées se sont taries, laissant place à une expression vide et creusée d'une défaite totale. Sa combativité avait disparu. Il ne restait plus que le regard absent de quelqu'un, qui venait de tout perdre et qui le savait. Alors que les agents de sécurité l'emmenaient doucement mais fermement, elle a dû passer près de moi. Elle s'est arrêtée, pendant un bref instant glaçant. Elle n'a pas dit un mot. Elle m'a simplement regardé, et ses yeux étaient deux puits noirs, d'une haine pure et non diluée. C'était un regard qui promettait que ce n'était pas fini. Pas vraiment. L'ombre avait été bannie de la pièce, mais je savais que son souvenir persisterait. La porte s'est refermée derrière elle avec un clic, plongeant la pièce dans un lourd silence. La menace immédiate avait disparu, mais les conséquences restaient là. L'odeur de la fumée, les regards choqués sur les visages de mes amis, le trou béant dans notre emploi du temps. Nous étions une unité dont la mission avait été interrompue par des tirs hostiles. Pendant un instant, tout le monde est resté là, stupéfait, à la dérive dans le chaos. J'ai pris une grande inspiration, la première respiration calme et centrée que je prenais depuis ce qui me semblait être une éternité. J'ai regardé l'horloge au mur. La cérémonie était censée avoir commencé il y a 10 minutes. J'ai repoussé l'image persistante du regard haineux de Margaret, et j'ai repris mon rôle. Pas en tant que marié, pas en tant que victime, mais en tant que leader. Ma voix a tranché nettement le silence, vive et claire. Très bien, ai-je dit, mon ton ne laissant place à aucune contestation. Nous avons 20 minutes. Au travail. Mes mots ont percé le silence abasourdi, et l'atmosphère de la pièce a basculé instantanément. Le choc et le chaos persistant se sont évaporés, remplacés par une poussée d'énergie concentrée. Je venais de transformer une suite nuptiale en un centre d'opération tactique improvisé. Chaque personne dans cette pièce, mes demoiselles d'honneur, Jason, et même Richard Wilson, se sont mis au garde-à-vous, les yeux fixés sur moi, dans l'attente. Le soldat en moi a pris le contrôle total. Très bien, écoutez-moi, ai-je dit, d'une voix vive et autoritaire. La panique avait disparu. La douleur était compartimentée. Il n'y avait plus que la mission. L'échec de la mission n'est pas une option. La cérémonie commence dans 20 minutes. Il nous faut un nouveau plan d'opération, et il nous le faut maintenant. Je me suis d'abord tourné vers Jason.
Le regard d'admiration sur son visage était quelque chose que je garderais pour l'apprécier plus tard. Pour l'instant, c'était un atout. Jason, tu t'occupes de la liaison avec les invités. Sors, trouve la coordinatrice du mariage, et gère les interférences. Dis-leur qu'il y a un léger retard dû à un problème de garde-robe. Garde tout le monde calme. Projette de la confiance. Il a hoché la tête brusquement, une lueur de son ancien sourire facile refaisant surface, désormais soutenu par un nouveau respect. Reçu. Il était déjà parti avant même que l'écho de son mot ne se soit dissipé. Ensuite, j'ai regardé la sergente Reyes. Jess, tu es mon commandant en second là-dessus. Fais un rapport de situation avec toutes les demoiselles d'honneur. Je veux tout le monde calme, concentré, et prêt à agir. Pas de panique. On tient la ligne. L'expression de Jessica était d'un professionnalisme sévère, mais j'ai vu une fierté féroce briller dans ses yeux. Oa, a-t-elle aboyé, avant de commencer immédiatement à murmurer des ordres aux autres femmes, qui se sont aussitôt mises à vérifier leur maquillage, à ajuster leur robe, se préparant pour la phase suivante. Quel est le plan B, Cathy, a demandé nerveusement l'une de mes autres demoiselles d'honneur, une fille douce nommée Sarah, les yeux écarquillés. Nous n'avons pas de robe. Pour la première fois de toute la journée, un véritable sourire confiant s'est dessiné sur mon visage. Il y a toujours un plan B, ai-je répondu. Mes yeux ont cherché Mélodie, une autre demoiselle d'honneur, qui travaillait comme acheteuse pour une boutique de mode haut de gamme dans le centre-ville de Cleveland. Mel, tu te souviens de la créatrice, Michelle Keane? Celle que nous avons rencontrée lors de la levée de fonds pour le logement des vétérans? Les yeux de Mélodie se sont illuminés de compréhension. Oui, bien sûr. Appelle-la maintenant, ai-je ordonné. Dis-lui que la capitaine Harvey a une urgence, et qu'elle lui demande une faveur. Dis-lui que nous avons besoin d'une robe d'échantillon, taille 36, ivoire ou blanche, épurée, élégante, puissante. Dis-lui que c'est une affaire d'une importance opérationnelle urgente. Go. Mélodie composait déjà le numéro sur son téléphone, tout en se précipitant hors de la pièce. J'étais tellement concentré sur la délégation de tâches, que j'ai failli ne pas remarquer Richard Wilson qui m'observait. Il s'était tenu silencieux dans un coin, observant tout l'échange avec l'œil vif et analytique d'un homme habitué à diriger des conseils d'administration. Il voyait un problème être démantelé, une crise être gérée, un leader émerger de la fumée. Il s'est avancé. « Laissez-moi aider », a-t-il dit, sa voix résonnant comme un grondement d'efficacité. Il a sorti son propre téléphone. « Mon chauffeur sera à la boutique de Mademoiselle Keane dans 10 minutes. Il a l'autorisation de contourner la circulation. » Ce n'était pas une suggestion. C'était l'exécution d'une solution logistique. Il avait compris la mission. Il faisait désormais partie de l'équipe. Pendant qu'il était au téléphone, un moment de gratitude silencieuse m'a envahi. J'ai regardé les visages déterminés autour de moi, chaque personne bougeant avec un but précis, une machine bien huilée se mettant en marche. Et puis, Richard a raccroché, et s'est approché de moi. Il est resté un instant à me regarder, son expression indéchiffrable. « Votre père, a-t-il dit, la voix plus douce à présent, doit être un homme très fier. » Venant de lui, à cet instant précis, ces mots ont eu plus de poids que n'importe quelle médaille. C'était l'acceptation que j'avais cessé de m'autoriser à espérer, offerte librement, et avec respect. Une boule s'est formée dans ma gorge, mais je l'ai ravalée. Il n'y avait pas de temps pour les larmes. Jason est revenu, sa part de la mission accomplie. La coordinatrice est briefée. Les invités pensent que nous sommes juste à l'heure de la mariée, a-t-il rapporté, un large sourire sur le visage. Il est venu se placer à mes côtés, non pas pour prendre le relais, mais pour me soutenir. Il ne m'a pas demandé ce qui n'allait pas, ni comment je me sentais. Il m'a simplement regardé, les yeux brillants d'un amour si profond qu'il m'a presque coupé le souffle, et a posé la seule question qui comptait, quelle est la suite, capitaine? Avant que je ne puisse répondre, avant que tout le monde ne s'éparpille pour accomplir ses tâches assignées, je me suis tourné vers mon téléphone. Il était toujours posé sur la coiffeuse, sa petite lumière indiquant qu'il filmait encore en direct. Je l'ai pris, et j'ai regardé directement l'objectif. Ma voix était ferme, imprégnée d'une force que je puisais chez les personnes présentes dans la pièce, et chez celles qui regardaient depuis des milliers de kilomètres. À tous ceux qui regardent, et particulièrement à la compagnie Bravo, ai-je dit, ma voix résonnant de conviction. Merci de votre patience.
Nous avons eu un léger changement dans le calendrier opérationnel, mais je vous assure que la mission sera accomplie. J'ai laissé un petit sourire féroce effleurer mes lèvres. L'amour et l'honneur gagneront toujours, même sous le feu de l'ennemi. Et si vous croyez que le véritable caractère d'une personne se révèle non pas quand les choses sont faciles, mais quand elle est sous le feu, cliquez sur le bouton j'aime. Remplissons les commentaires avec un simple goam pour montrer notre soutien à tous ceux qui refusent de reculer. Du haut-parleur du téléphone, un rugissement tonitruant a éclaté. Le son de mon autre famille, mes frères et sœurs d'armes, acclamant depuis leur base en Allemagne. C'était le son d'un soutien indéfectible, un raz-de-marée de loyauté s'abattant sur moi. La cavalerie était arrivée, et nous étions prêts à finir le combat. Les 17 minutes qu'il a fallu au chauffeur de Richard pour revenir, m'ont semblé être les 17 minutes les plus longues de ma vie. L'énergie contrôlée dans la pièce avait mijoté, pour se transformer en une retenue de souffle collective étendue. Nous avions un plan, mais un plan n'est qu'une théorie jusqu'à ce qu'il soit exécuté. Une partie de mon esprit, la partie cynique forgée dans les déserts d'Afghanistan, n'arrêtait pas de murmurer, et si ça ne marchait pas? Et s'il n'y a pas de robe? J'ai repoussé cette pensée, me concentrant sur le tic-tac régulier de l'horloge murale. Chaque seconde était un petit coup de marteau sur ma détermination. Puis, une rafale de mouvement a agité l'autre côté de la porte, et un homme en costume impeccable, respirant bruyamment, a fait irruption. Il portait une longue housse à vêtements blanches, comme s'il s'agissait d'une sainte relique. La mission était lancée. Le soupir de soulagement collectif dans la pièce fut presque physique. Mélodie a pris la housse avec la révérence qu'elle méritait, et l'a ouverte. Il n'y a pas eu de bruissement de dentelle, ni de scintillement de satin perlé. À la place, le tissu qui a émergé était un crêpe ivoire solide, et substantiel. C'était un chef-d'œuvre de design minimaliste, avec des lignes épurées, une silhouette forte, et un air d'élégance intransigeante. La robe ne murmurait pas des contes de fées. Elle annonçait sa présence, avec une autorité silencieuse. Pendant que Mélodie et Jess m'aidaient à l'enfiler, le tissu lourd et frais s'est posé sur mes épaules, comme un manteau de commandement. J'ai regardé mon reflet, et pour la première fois de la journée, je me suis vu clairement. La jeune fille qui avait méticuleusement cousu une robe pleine de rêves doux et plein d'espoir, avait disparu, consumée dans le feu de Margaret. À sa place se tenait cette femme, reflétée dans le miroir. Cette robe n'était pas pour une princesse. C'était une armure pour une reine. Elle correspondait à la personne que j'avais été forcé de devenir au cours de la dernière heure, et elle me semblait plus honnête, plus fidèle à moi-même, que l'original n'aurait jamais pu l'être. Alors que les autres demoiselles d'honneur effectuaient un tourbillon de retouches sur ma coiffure et mon maquillage, Mélodie, avec les mains expertes d'une professionnelle aguerrie, a réalisé quelques ajustements à la vitesse de l'éclair, à l'aide d'une aiguille et de fils sortis de son sac à main. La pièce entière bougeait avec l'efficacité fluide d'une équipe de stand de Formule 1, chaque personne exécutant son rôle à la perfection. L'une de mes demoiselles d'honneur tenait toujours le téléphone, le direct diffusant chaque instant de concentration et de détermination. J'ai croisé son regard dans le miroir et j'ai hoché la tête. Laissez tourner, ai-je dit, d'une voix stable. Laissez-les nous voir marcher. Lorsque les portes de la suite nuptiale se sont enfin ouvertes, la traditionnelle marche nuptiale a commencé à jouer. Mon père, dans son uniforme de cérémonie de pompier immaculé, m'attendait. Son visage était une carte routière de fierté, d'amour, et de larmes contenues. Il a pris mon bras. Sa poigne était forte et rassurante, cette même poigne qui avait tiré des gens des flammes, et qui m'avait porté sur ses épaules quand j'étais enfant. Prête, capitaine, a-t-il murmuré, la voix épaissie par l'émotion. Prête, papa, ai-je chuchoté en retour, en serrant son bras. Au moment où nous avons pénétré dans la cour, une chose incroyable s'est produite. Jason, fidèle à sa parole, avait manifestement briefé les invités. Comme un seul homme, absolument toutes les personnes présentes se sont levées. Mais ce n'était pas la révérence silencieuse et solennelle d'une cérémonie typique. Un son a jailli de la foule, un mur de son, un raz-de-marée d'applaudissements tonitruants qui a roulé à travers la cour et s'est abattu sur moi. C'était un rugissement d'approbation, une ovation debout en signe de défi. Ils n'applaudissaient pas seulement une mariée, ils applaudissaient une combattante. Ils saluaient mon courage, ma résilience, et mon refus d'être brisé. J'ai senti la main de mon père se resserrer sur la mienne, et quand je l'ai regardé, j'ai vu des larmes couler ouvertement sur ses joues burinées. Alors que nous commencions notre marche vers l'hôtel, ma propre vision se brouillant,
j'ai remarqué un homme âgé au deuxième rang. Il était impeccablement vêtu, sa poitrine ornée d'une rangée de rubans de service, héritée d'une guerre lointaine. Il se tenait raide comme un piquet, et, lentement et délibérément, il a porté sa main à son front, dans un salut militaire impeccable. C'était un général de l'armée à la retraite, ai-je réalisé avec un sursaut. L'instant suivant, un autre homme au quatrième rang, un ancien marine avec un tatouage de bulldog visible sur l'avant-bras, s'est redressé et a fait de même. Puis un autre, et encore un autre. Partout dans la cour, les vétérans et les militaires en service actif parmi le public, hommes et femmes, jeunes et vieux, me saluaient. C'était le plus grand honneur qu'ils pouvaient m'accorder. Une reconnaissance silencieuse et puissante, qui transcendait ce mariage, et ce drame familial. Ils saluaient l'une des leurs, reconnaissant l'uniforme du cœur. Les larmes ont finalement débordé, mais c'étaient des larmes de gratitude, immenses et purificatrices. Quand j'ai atteint l'autel, Jason a pris mes mains dans les siennes. L'amour et la fierté dans ses yeux étaient si intenses, qu'il ressemblait à une force physique me soutenant, me rendant plus forte. Notre officiant, un aumônier de l'armée à la retraite au visage doux et perspicace, a mis de côté ses notes préparées. Il a regardé les invités, puis nous a regardés. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, non seulement pour assister à un mariage, a-t-il commencé, d'une voix chaude et résonnante, mais pour célébrer le courage, pour honorer l'engagement. Dans l'armée, nous avons un terme pour désigner la personne à qui vous confiez votre vie. Celle qui couvre toujours vos arrières à travers le chaos et la peur. Nous les appelons un binôme de combat. Aujourd'hui, Jason et Cathy choisissent d'être des binômes de combat pour la vie. S'engageant à se défendre et à se soutenir mutuellement, en temps de paix comme en temps de conflit. Quand le moment des vœux est arrivé, Jason s'est tourné vers moi, ses mains enveloppant les miennes, devenant une encre chaude et solide. Il n'a pas récité les paroles traditionnelles. Il a parlé avec son âme, d'une voix claire et forte, faisant écho aux vœux d'un soldat. Cathy, a-t-il commencé, son regard verrouillé sur le mien, guérissant chaque blessure que Margaret avait tenté d'infliger. Je promets d'être ton arrière-garde constante, d'être ta couverture dans chaque fusillade, d'être ton camarade dans chaque bataille que cette vie nous lancera. Je n'accepterai jamais la défaite. Je n'abandonnerai jamais. Et je ne laisserai jamais, au grand jamais, un camarade tomber derrière moi. Ma mission, à partir d'aujourd'hui et pour le reste de ma vie, c'est toi. Quand il a terminé, je pleurais librement, tout comme la moitié de l'assemblée. Chaque mot était un baume, la promesse d'un partenariat véritable et égalitaire. Quand l'aumônier a finalement prononcé « Je vous déclare mari et femme », Jason ne s'est pas contenté de m'embrasser. Il m'a attiré dans une étreinte féroce et ancrée. Un câlin qui parlait de soulagement, d'un amour infini, et d'un respect si profond, qu'il s'est installé au plus profond de mes os. C'était une étreinte qui disait « Nous avons réussi. Nous sommes en sécurité maintenant ». Les applaudissements qui ont éclaté furent assourdissants, une joyeuse explosion sonore. Et à travers le direct, nous pouvions l'entendre, un rugissement de joie minuscule mais triomphant, provenant de la compagnie Bravo en Allemagne. Ce n'était pas seulement la fin d'une cérémonie. C'était la déclaration d'une victoire. Nous avions affronté les tirs ennemis ensemble, et nous avions gagné. Entrer dans la salle de réception, c'était comme passer d'un champ de bataille à une célébration de la victoire. L'air, qui était lourd de tension à peine une heure auparavant, bourdonnait maintenant d'une énergie joyeuse et électrique. Alors que Jason et moi étions annoncés comme mari et femme, les applaudissements furent encore plus forts que lors de la cérémonie. Un rugissement d'approbation continu et sincère. Mais sous la célébration, quelque chose de fondamental avait basculé. Ce n'était plus seulement une réception de mariage. C'était un compte rendu de fin de mission, et les résultats étaient compilés en temps réel. En traversant la pièce, j'ai remarqué que presque tous les invités regardaient leur téléphone. La vidéo en direct n'avait pas seulement été regardée, elle avait été militarisée. De courts extraits percutants de Margaret mettant le feu à la robe, de sa tirade venimeuse, du sprint furieux de Jason, et du salut des vétérans, étaient devenus viraux au sein de notre communauté locale. Un journaliste de la télévision locale, invité en tant qu'ami, faisait déjà un direct depuis un coin tranquille de la salle. Les hashtags étaient partout, Capitaine Cathy, mariage sous le feu, l'honneur gagne. Ce que Margaret avait conçu comme un acte privé d'humiliation, était devenu un référendum très public sur son caractère, et le verdict était unanime. Le paysage social de la pièce avait été complètement redessiné.
j'ai observé le cercle intime de Margaret, une clique de femmes riches et redoutables, qui tenaient habituellement court comme un groupe de reines des abeilles, blotties ensemble dans un coin. Elles avaient l'air maladroites, mal à l'aise. Leur air habituel de supériorité naturelle avait laissé place à un sentiment d'inconfort palpable. Elles étaient venues en s'attendant à assister à la fusion stratégique de deux familles puissantes. À la place, elles avaient assisté à l'auto-immolation de leur reine. Une par une, je les ai vues faire des sorties discrètes et précipitées, s'éclipsant par une porte latérale sans même dire au revoir. C'étaient des rats désertant un navire en train de couler. Les personnes qui restaient étaient nos gens. Les collègues de Jason de son cabinet d'architecture, qui le regardaient avec un respect nouveau. Mes amis d'enfance, le visage rayonnant de fierté. Et, de manière très visible, les vétérans. Ils avaient formé leur propre garde d'honneur non officielle autour de notre table, un bataillon chaleureux et accueillant, partageant les mêmes valeurs. La table d'honneur, que Margaret avait méticuleusement planifiée pour asseoir les titans de la vieille bourgeoisie de Cleveland, était désormais occupée par un pompier à la retraite, une capitaine de l'armée décorée, un architecte fier, et un PDG qui venait de retrouver sa propre boussole morale. L'ordre social que Margaret avait mis toute une vie à construire, s'était effondré en poussière, en l'espace d'une seule après-midi. L'une des amies les plus proches de Margaret, une femme nommée Béatrice Aster, dont le visage était une apparition familière dans les pages mondaines, a commis l'erreur d'essayer de combler le fossé. Elle s'est approchée de moi avec un sourire compatissant et très étudié, ses diamants étincelants. « Oh, Cathy, ma chère roucoula-t-elle, posant une main froide sur mon bras. Un incident si terriblement malheureux. Margaret devient juste un peu surmenée, parfois. J'ai baissé les yeux vers sa main sur mon bras, puis j'ai relevé la tête vers son visage. Je lui ai adressé un sourire plein de dents, mais dépourvu de chaleur. Dans l'armée, Madame Aster, ai-je dit, d'une voix polie mais teintée de glace, nous appelons ce qu'elle a fait un acte hostile, et non du surmenage. Mais ce fut un plaisir de vous rencontrer. Le sourire a gelé sur son visage. Elle a retiré sa main comme si elle s'était brûlée, a balbutié une réponse rapide et inintelligible, et a battu en retraite précipitamment. Le message était clair. Les anciennes règles ne s'appliquaient plus. Je n'allais pas jouer à leur jeu de non-dit poli et passif-agressif. Richard Wilson, cependant, n'agissait pas comme un homme honteux du scandale de sa famille. Il agissait comme un général victorieux, consolidant sa position. Il se déplaçait dans la pièce avec un sens renouvelé du devoir, ne s'excusant pas, mais présentant fièrement sa nouvelle fille. Il amenait un invité, lui tapait dans le dos, et disait d'une voix tonitruante, « Avez-vous rencontré ma fille, la capitaine Harvey ? La personne la plus coriace de cette famille. » Il déclarait publiquement et sans équivoque son allégeance. Plus tard, lors des toasts, il s'est levé, un verre à la main. Il n'a pas ressassé les événements de la journée. Ce n'était pas nécessaire, tout le monde savait. À la place, il a fait une annonce simple et puissante. À Jason et Cathy, a-t-il dit, levant son verre vers nous, qui nous ont tous rappelé aujourd'hui ce qui compte vraiment. Il a fait une pause, laissant les mots faire leur effet. Et dans cet esprit, j'annonce ce soir que la fondation de la famille Wilson va entreprendre un changement majeur dans son orientation au cours de l'année à venir. C'était une déclaration calme, aux allures corporatistes, mais tout le monde dans la salle en a compris le sous-texte. L'ère de Margaret Wilson, avec ses projets narcissiques et ses associations caritatives destinées à l'ascension sociale, était officiellement révolue. Mais le témoignage le plus puissant de notre victoire ne se trouvait ni dans les discours, ni dans le dos fuyant des amis de Margaret. C'était une idée, née de la vivacité d'esprit de mes demoiselles d'honneur. À la place d'un livre d'or traditionnel, elles avaient installé un grand tableau de liège magnifiquement encadré, surmonté d'une banderole indiquant « Rapport de fin d'opération, amour durable ». Les invités ne se sont pas contentés de signer leur nom, ou d'écrire des félicitations clichés. Ils ont laissé des messages de soutien, d'admiration, d'inspiration. Le marine à la retraite avec le tatouage de bulldog a écrit en gros caractères noirs « Aura, capitaine, vous avez mené le bon combat. Sans péfi. » Une jeune femme qui travaillait avec Jason a noté « Merci de nous avoir prouvé à tous qu'on n'a jamais besoin de se faire plus petit, pour s'intégrer dans le monde de quelqu'un d'autre. » Mon préféré était un simple mot gribouillé sur une serviette de cocktail, et épinglé au tableau « L'honneur est plus profond que l'argent. Ton père doit être fier. » Ce tableau, rempli de messages sincères de respect et de solidarité, valait plus que tous les cadeaux de mariage les plus chers au monde. C'était la preuve ultime que nous avions remporté,
non pas seulement une bataille, mais la guerre pour ce qui comptait vraiment. La célébration, comme toutes les opérations intenses, a fini par s'achever. Le groupe de musique a remballé ses affaires, la dernière coupe de champagne a été servie, et la grande salle de bal s'est lentement vidée. Elle n'a laissé derrière elle qu'un silence confortable, partagé avec nos amis et notre famille les plus proches. L'adrénaline de la journée s'était dissipée, remplacée par une fatigue chaude et profonde. C'était cet épuisement satisfaisant qui survient après une victoire âprement disputée. Nous étions entourés d'amour et de rire, baignant dans la lueur de notre triomphe peu conventionnel. C'est à ce moment-là que j'ai vu Jason, debout un peu à l'écart. Ses épaules étaient légèrement affaissées, alors qu'il fixait son téléphone. La lumière joyeuse qui avait brillé dans ses yeux toute la soirée avait été remplacée par une ombre familière, faite de tristesse et de fatigue. Je me suis approché, et j'ai doucement touché son bras. Il a levé les yeux, son sourire n'atteignant pas tout à fait son regard, et m'a montré l'écran. C'était un long SMS de son père. Mes yeux ont balayé les mots. Richard avait parlé avec Margaret, après qu'elle ait été raccompagnée chez elle. Le message décrivait une femme totalement brisée. Non pas par des remords pour ses actes, comme Richard le notait avec une précision clinique, mais par la démolition publique de son statut social. Son empire d'influence s'était effondré, et elle était perdue dans les décombres. Richard avait lancé un ultimatum. Elle devait entamer une thérapie psychologique intensive immédiatement. C'était sa seule voie, écrivait-il, vers une éventuelle future relation avec son fils. La dernière ligne était lourde d'incertitude, l'avenir est entre ses mains maintenant. Jason a verrouillé son téléphone, et l'a glissé dans sa poche, le poids de l'appareil semblant l'attirer vers le bas. « Penses-tu, a-t-il demandé, la voix à peine un murmure, que nous pourrons un jour lui pardonner ?» La question flottait dans l'air frais de la nuit, lourde et complexe. C'était la réplique du séisme, la partie de la bataille qu'il ne montre jamais dans les films. Gagner est une chose. Trouver comment vivre dans le cratère laissé derrière, en est une autre. Viens avec moi, ai-je dit doucement, en lui prenant la main. Je l'ai conduit loin de la chaleur persistante de la salle de réception, à travers des portes-fenêtres, jusque dans le jardin de l'hôtel, calme et parfaitement entretenu. La lune était haute et brillante, projetant de longues ombres sur les allées de pierre. L'air était frais et pur, offrant un contraste bienvenu avec l'atmosphère chargée d'émotions dans laquelle nous baignons depuis des heures. Nous avons trouvé un banc de pierre niché dans une petite alcôve, entouré par le parfum sucré du jasmin de nuit. Pendant un long moment, nous sommes simplement restés assis en silence, écoutant le doux murmure d'une fontaine voisine. Jason, ai-je commencé, en choisissant mes mots avec soin. Il y a une prière sur laquelle on nous apprend à nous appuyer dans les moments difficiles, la prière de la sérénité. Il s'agit d'avoir la sérénité d'accepter les choses qu'on ne peut changer, le courage de changer celles qu'on peut, et la sagesse d'en connaître la différence. Je l'ai regardé, son visage marqué par le conflit sous la lumière de la lune. J'ai appris dans l'armée qu'il y a une grande différence entre pardonner à quelqu'un, et lui faire de nouveau confiance. Nous pouvons lui accorder notre pardon, Jason. Nous pouvons le faire pour nous-mêmes. Afin de ne pas porter le poids de toute cette colère et de cette amertume. C'est quelque chose que nous pouvons changer, nos propres cœurs. J'ai pris sa main. Mais la confiance. La confiance, c'est différent. La confiance doit se regagner, une action à la fois, sur une très longue période. Et jusqu'à ce que ce soit le cas, des frontières doivent être établies. C'est ça, la part de sagesse. Nous ne pouvons pas simplement la laisser revenir dans nos vies. Comme si de rien n'était. Il devra y avoir des règles d'engagement, de nouveaux protocoles. Le rapport de force a changé, et elle doit le comprendre. Il a hoché la tête lentement, un profond sentiment de soulagement semblant le traverser. Je n'exigeais pas qu'il coupe sa mère de sa vie pour toujours. Je proposais une stratégie, une voie à suivre qui nous protégerait, sans pour autant exiger une haine absolue. Il est resté silencieux un moment, puis, il a glissé la main dans la poche intérieure de sa veste de smoking. Il en a sorti une petite boîte recouverte de velours. Mon cœur a raté un battement, pensant qu'il s'agissait d'un autre cadeau de mariage. Mais quand il l'a ouverte, mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Reposant sur le velours noir, il y avait ma bronze star. Il avait dû retourner dans la suite nuptiale à un moment donné, retourner parmi les cendres et la fumée, et l'avait trouvée. Il avait méticuleusement nettoyé chaque particule de suie. Le bronze brillait, captant la lumière de la lune.
Je l'ai trouvé sur le sol, près des cendres de ton peignoir, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Il l'a sortie de la boîte, et l'a pressée dans ma paume. Elle était encore chaude de la chaleur de son corps. Ma mère a appelé ça un morceau de ferraille bon marché. Il a refermé mes doigts dessus, ses propres mains enveloppant les miennes. Pour moi, a-t-il déclaré, me regardant droit dans les yeux, c'est le bijou le plus précieux du monde entier. Cela représente qui tu es, et je n'ai jamais été aussi fier d'être ton mari. À cet instant, les dernières blessures de la journée se sont refermées. La brûlure de l'insulte de Margaret, la coupure la plus profonde qu'elle avait réussi à infliger, fut enfin totalement guérie, grâce à l'amour profond et au respect de cet homme. La validation de Richard, le soutien de mes amis, les acclamations de mon unité, tout cela avait été puissant. Mais cet acte discret de récupération et de révérence représentait tout. Je n'avais pas besoin de l'approbation de Margaret, je n'en avais jamais eu besoin. J'avais tout l'honneur, toute la reconnaissance, et tout l'amour dont je pourrais jamais avoir besoin, juste ici, entre mes mains. Nous nous sommes levés, et avons marché jusqu'au bord du jardin, les bras enlacés, regardant la ligne d'horizon scintillante de Cleveland qui s'étendait devant nous. Nous avons survécu au premier engagement majeur, capitaine, a murmuré Jason dans mes cheveux. Son ton était léger, mais ses mots, lourds de sens. J'ai souri, appuyant ma tête contre son épaule, le métal froid de la médaille formant un poids réconfortant dans ma main. Et nous surmonterons tous les autres qui se présenteront, ensemble, ai-je répondu. Notre centre de commandement est sécurisé. Nous n'avons pas parlé d'une lune de miel aux Maldives. Nous n'avons pas parlé d'acheter une maison, ni d'aucune de ces choses normales dont discutent les jeunes mariés. Nous sommes simplement restés là, respirant notre victoire silencieuse. Nous savions que nous avions bâti les fondations de notre vie commune, non pas sur des promesses faciles, mais sur quelque chose de bien plus fort, quelque chose qui avait été testé, et qui s'était révélé authentique, au cœur même de l'incendie. 3 mois plus tard, je me suis retrouvé debout dans la grande salle de bal du même hôtel, mais l'atmosphère était méconnaissable. C'était la soirée du gala de collecte de fonds annuel de la fondation de la famille Wilson, un événement qui, autrefois, était la pièce maîtresse étincelante du calendrier mondain de Margaret. Par le passé, cela avait été une vitrine d'opulence vide, et de charité performative. Ce soir, c'était tout à fait autre chose. L'air n'était pas rempli de bavardages prétentieux, mais d'une dignité calme et déterminée. Je me tenais aux côtés de Jason et de Richard, non pas en tant qu'invité, mais en tant que membre nouvellement nommé du conseil d'administration de la fondation. Richard est monté à la tribune, et la salle a fait silence. Derrière lui, un grand écran s'est allumé. Il n'affichait pas l'ancien blason guindé de la famille Wilson, mais un nouveau logo, un phénix stylisé et élégant, ses ailes déployées alors qu'il s'élevait d'une subtile lueur de flamme. Bonsoir, a commencé Richard, sa voix claire et assurée. Ce soir marque un nouveau départ, une nouvelle mission. Il a parlé d'honneur, de service, et de la résilience de l'esprit humain. Puis, avec un regard fier dans ma direction, il a annoncé la nouvelle initiative phare de la Fondation. Nous sommes fiers de lancer le projet Phoenix, a-t-il déclaré. Un programme de subvention dédié, pour soutenir les femmes vétérans et les familles de militaires, lors de leur transition vers la vie civile. Il les aidera à créer des entreprises, à poursuivre des études, et à trouver un logement stable. Une vague d'applaudissements sincères a empli la salle. J'ai regardé le logo sur l'écran, le magnifique oiseau s'élevant du feu, et un profond sentiment de paix s'est emparé de moi. Le feu même que Margaret avait allumé pour détruire mon avenir avait été capturé, reconverti, et transformé en un phare pour éclairer le chemin des autres. Les cendres de ma robe de mariée étaient devenues les graines d'une forêt de nouvelles opportunités. Tout au long de la soirée, les gens ne sont pas venus me voir pour faire des commérages, ou m'adresser des regards compatissants. Ils sont venus pour créer des liens. Ils ne me voyaient pas comme la victime d'une vidéo virale, mais comme un leader. Une jeune femme, s'étant présentée comme une pilote de l'armée de l'air récemment démobilisée, s'est approchée de moi, les yeux brillants de larmes contenues. « Capitaine Harvey, a-t-il dit, la voix légèrement tremblante. J'essaie d'obtenir un prêt pour créer ma propre société de conseil en aviation, et je me heurte à des murs de briques depuis 6 mois. J'étais prête à abandonner. » Elle a pris une grande inspiration. « En regardant ce que vous avez fait, comment vous avez tenu bon, cela m'a donné la force de faire une dernière tentative. Merci, capitaine. Vous n'avez aucune idée de ce que votre histoire a signifié pour moi. » Ces mots étaient un cadeau,
une confirmation que ma bataille personnelle était devenue quelque chose de plus grand que moi. J'avais une nouvelle mission désormais, juste ici, chez moi. Utiliser mes propres expériences, non seulement pour survivre, mais pour aider les autres à diriger. J'ai écouté son histoire, je lui ai offert les conseils que je pouvais, et je l'ai mise en contact avec une personne que Richard m'avait présentée plus tôt dans la soirée. Je n'étais plus seulement un soldat. Je devenais un pont. Plus tard dans la soirée, alors que Jason et moi discutions avec mon père, un membre du personnel de l'hôtel s'est approché, portant une petite enveloppe couleur crème sur un plateau en argent. Elle était adressée à Jason. Il l'a ouverte, son expression sur la réserve. À l'intérieur, se trouvait une carte simple et élégante. Il n'y avait pas de longues excuses décousues, aucune tentative de manipulation. Il n'y avait que 4 mots manuscrits, j'ai commencé la thérapie. Ce n'était pas une résolution. Ce n'était pas une fin heureuse, pour cette part brisée de notre famille. Mais c'était un début. Une unique et fragile lueur d'espoir, dans un long tunnel sombre. Jason a doucement plié la carte, et l'a rangée dans sa poche. Il a croisé mon regard, et nous avons partagé une compréhension silencieuse. La route à venir avec sa mère serait longue et incertaine, mais elle ne nous faisait plus peur. Nous avions été testés, et nous connaissions la force de notre alliance. Nous pouvions affronter tout ce qui viendrait ensuite. Alors que le gala touchait à sa fin, Jason et moi sommes sortis sur le même balcon où nous nous étions tenus la nuit de notre mariage, regardant l'étendue scintillante de la ligne d'horizon de Cleveland. La nuit était calme, l'air frais contre ma peau. Pendant un long moment, nous sommes simplement restés là, épaule contre épaule, respirant cette paix silencieuse. Aurais-tu un jour pensé, à murmurer Jason, son bras s'enroulant autour de ma taille, qu'une robe brûlée puisse mener à tout cela? J'ai souri, appuyant ma tête contre son épaule, sentant le rythme régulier de sa respiration. L'image du phénix a traversé mon esprit, ses ailes bordées d'or. J'ai pensé aux cendres, à la haine, et à cet amour incroyable et résili qui en était né. Le feu ne consume que ce qui est inutile, ai-je dit doucement, ma voix emplie d'une certitude qui résonnait au plus profond de mon âme. Les choses qui sont véritablement construites pour durer, les choses forgées par l'honneur, la loyauté et l'amour, elles ne brûlent pas. Je me suis tourné pour le regarder, lui, mon mari, mon partenaire, mon binôme de combat. Elles deviennent simplement plus fortes. La robe avait disparu, réduite en cendres et en souvenirs. Mais à sa place, quelque chose de bien plus beau et de bien plus durable s'était élevé. Un héritage de force, un avenir plein de sens, et un amour aussi incassable et immortel que le phénix lui-même. Cette nuit-là sur le balcon, j'ai réalisé que mon histoire ne parlait pas du tout d'une robe de mariée. Il s'agissait de découvrir que la plus solide des armures que nous puissions jamais porter, c'est l'honneur que nous gagnons, et l'amour pour lequel nous nous battons. Merci d'avoir traversé les flammes avec moi dans ce voyage. Mon plus grand espoir, est qu'il vous rappelle votre propre force. Si cette histoire a résonné en vous, pensez à vous abonner et à rejoindre notre communauté. Nous croyons que chaque cicatrice a une histoire, et que chaque histoire a le pouvoir de guérir. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, votre voix compte ici. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.